Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, on poursuit la lecture d'Écrire la vie d'Annie Ernaux avec La Place. La Place, c'est l'histoire du père d'Annie Ernaux. Et cela commence par la mort de celui-ci qui déclenche l'écriture. Évidemment, moi-même, je suis actuellement particulièrement sensible à cette question-là de la mort du père. Je viens de perdre le mien. J'ai commencé la lecture de ce livre sans trop savoir d'ailleurs de quoi il parlait, le jour même de l'enterrement de mon propre père. Et il est question du rite de l'enterrement, de ce qu'il faut faire à ce moment-là, même si on est désemparé. Les pompes funèbres sont venues le lundi. L'escalier qui monte de la cuisine aux chambres s'est révélé trop étroit pour le passage du cercueil. Le corps a dû être enveloppé dans un sac de plastique et traîné, plus que transporté, sur les marches, jusqu'au cercueil posé au milieu du café, fermé pour 1 heure. Une descente très longue avec les commentaires des employés sur la meilleure façon de s'y prendre, pivoter dans le tournant, etc. On voit tout de suite le quotidien, la banalité, les commentaires triviaux, alors même que le père vient de mourir. Et c'est quelque chose à quoi on est confronté dans ces moments-là. En effet, il y avait un trou dans l'oreiller sur lequel sa tête avait reposé depuis dimanche. Tant que le corps était là, nous n'avions pas fait le ménage de la chambre. Les vêtements de mon père étaient encore sur la chaise. De la poche à fermeture éclair de la salopette, j'ai retiré une liasse de billets, la recette du mercredi précédent. J'ai jeté les médicaments et porté les vêtements aux salles. La veille de l'inhumation, on a fait cuire une pièce de veau pour le repas qui suivrait la cérémonie. Il aurait été indélicat de renvoyer le ventre vide les gens qui vous font l'honneur d'assister aux obsèques. Mon mari est arrivé le soir, bronzé, gêné par un deuil qui n'était pas le sien. Plus que jamais, il a paru déplacé, ici. On a dormi dans le seul lit à 2 places, celui où mon père était mort. On voit ce quotidien, cette distance aussi entre les êtres, cette étrangeté aussi de ces moments si lourds, mais où des détails sont notés, et simplement notés chez Annie Ernaux, c'est toujours noté de manière simple, mais révélatrice. Et donc, il y a ce moment de la mort, avec également les démarches administratives. Je suis resté quelques jours avec ma mère pour les démarches et formalités courantes après un décès. Inscription sur le livret de famille à la mairie, paiement des pompes funèbres, réponse au faire-part. Tout un tas de choses qui m'occupent aussi en ce moment. Nouvelle carte de visite, Madame Veuve A.D., une période blanche, sans pensée. Plusieurs fois en marchant dans les rues, je suis une grande personne. Ma mère autrefois, tu es une grande fille à cause des règles. On a réuni les vêtements de mon père pour les distribuer à des gens qui en auraient besoin. Dans son veston de tous les jours, accroché dans le cellier, j'ai trouvé son portefeuille. Dedans, il y avait un peu d'argent, le permis de conduire et, dans la partie qui se replie, une photo glissée à l'intérieur d'une coupure de journal. La photo, ancienne, avec des bords dentelés, montrait un groupe d'ouvriers alignés sur 3 rangs, regardant l'objectif, tous en casquette. Photo typique des livres d'histoire pour illustrer une grève ou le Front populaire. J'ai reconnu mon père au dernier rang, l'air sérieux, presque inquiet. Beaucoup rient. La coupure de journal donnait les résultats par ordre de mérite.
du concours d'entrée des bachelières à l'école normale d'institutrice. Le deuxième nom, c'était moi. Ma mère est redevenue calme. Elle servait les clients comme avant. Seuls, ses traits s'affaissaient. Chaque matin, tôt, avant l'ouverture du commerce, elle a pris l'habitude d'aller au cimetière. Nouvelle habitude, nouvelle vie. Et puis donc, ensuite, dans ce livre, après la mort du père, on revient sur la vie du père, sur ses origines très modestes, ce qui est un des éléments les plus présents chez Annie Ernaux, qui est un transfuge de classe, qui se trouve dans une classe sociale beaucoup plus élevée que celle de ses parents. Le mari qui vient, qui n'est pas à sa place, c'est lié à ça, c'est lié au fait que ce mari n'est pas tout à fait du même monde que le père d'Annie Ernaux. Un père qui pourtant lui-même a un parcours d'ascension sociale, fils d'un travailleur agricole, ouvrier ensuite, puis patron d'un café-épicerie. Et donc, on nous raconte, Annie Ernaux raconte la vie de son père. Elle utilise aussi les mots qu'il disait. Par exemple ici, entre guillemets et en italique, il y avait plus malheureux que nous. Phrase qui résonne là aussi dans les milieux d'où je viens, où on ne se plaint pas même si on n'est pas de la haute société. Il y avait plus malheureux que nous. 36. Le souvenir d'un rêve, l'étonnement d'un pouvoir qu'il n'avait pas soupçonné, et la certitude résignée qu'il ne pouvait le conserver. Le café-épicerie ne fermait jamais. Il passait à servir ses congés payés. La famille rappliquait toujours, gobergés, heureux qu'ils étaient d'offrir aux beaux-frères chaudronniers ou employés de chemin de fer le spectacle de la profusion. Dans leur dos, ils étaient traités de riches, l'injure. Ils ne buvaient pas. Ils cherchaient à tenir sa place. Et tenir sa place est écrit en italique, pour montrer à nouveau que c'est le langage sans doute que lui-même utilisait, qu'il y avait cette progression sociale qui comptait. Paraître plus commerçant qu'ouvrier. Aux raffineries, il est passé contremaître, parce qu'il continuait à travailler dans des raffineries comme ouvrier, tout en étant patron de ce café-épicerie. Mais il devient contremaître, donc il y a aussi une progression sociale à l'intérieur de son travail d'ouvrier. Et ce qui est assez surprenant, c'est que sans nous prévenir, Annie Ernaux tout d'un coup nous parle d'elle-même. J'écris lentement, en m'efforçant de révéler la trame significative d'une vie dans un ensemble de faits et de choix. J'ai l'impression de perdre au fur et à mesure la figure particulière de mon père. L'épure tend à prendre toute la place, l'idée à courir toute seule. Si au contraire je laisse glisser les images du souvenir, je le revois tel qu'il était, son rire, sa démarche. Il me conduit par la main à la foire et les manèges me terrifient. Tous les signes d'une condition partagée avec d'autres me deviennent indifférents. À chaque fois, je m'arrache du piège de l'individuel. Naturellement, aucun bonheur d'écrire dans cette entreprise où je me tiens au plus près des mots et des phrases entendues, les soulignant parfois par des italiques, c'est ce que je viens de dire avec tenir sa place où il y avait plus malheureux que nous. Non pour indiquer un double sens au lecteur et lui offrir le plaisir d'une complicité que je refuse sous toutes ses formes, nostalgie, pathétique ou dérision, simplement parce que ces mots et ces phrases disent les limites et la couleur
du monde où vécut mon père, où j'ai vécu aussi, et l'on n'y prenait jamais un mot pour un autre. Cette importance du langage qui différencie le monde du père de celui du mari, par exemple, et qui est un marqueur de différence sociale extrêmement important. Et donc, se déroule la vie de ce père, la vie au café, est toujours marquée par cette obsession de tenir sa place. La peur d'être déplacé, et déplacé est encore en italique, d'avoir honte. La honte, l'un des livres dont j'ai déjà parlé, de Annie Ernaux, où le père avait tenté de tuer la mère. La peur d'être déplacé, d'avoir honte. Un jour, il est monté par erreur en première avec un billet de seconde. Le contrôleur lui a fait payer le supplément. Autre souvenir de honte. Chez le notaire, il a dû écrire le premier lu et approuvé. Il ne savait pas comment orthographier. Il a choisi approuvé. Approuvé en 2 mots, avec l'infinitif. Gêne, obsession de cette faute sur la route du retour. L'ombre de l'indignité. L'orthographe comme, là aussi, marqueur social. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, la discrimination orthographique. Le poids de la faute d'orthographe, une faute qui est présentée quasiment comme une faute morale. Dans les films comiques de cette époque, on voyait beaucoup de héros naïfs et paysans se comporter de travers à la ville ou dans les milieux mondains. Rôle de Bourvil. On riait aux larmes des bêtises qu'ils disaient, des impairs qu'ils osaient commettre, et qui figuraient ceux qu'on craignait de commettre soi-même. Une fois, j'ai lu que Bécassine, en apprentissage, ayant à broder un oiseau sur un bavoir, et sur les autres idem, broda idem, au point de bourdon. Je n'étais pas sûr que je n'aurais pas brodé idem. Devant les personnes qu'il jugeait importantes, il avait une raideur timide, ne posant jamais aucune question, bref, se comportant avec intelligence. Celle-ci consistait à percevoir notre infériorité et à la refuser en la cachant du mieux possible. Toute une soirée à nous demander ce que la directrice avait bien pu vouloir dire par « Pour ce rôle, votre fille sera en costume de ville ». Honte d'ignorer ce qu'on aurait forcément su si nous n'avions pas été ce que nous étions, c'est-à-dire inférieurs. C'est assez étrange parce que cette expression costume de ville, j'ai moi-même été confronté à l'incompréhension. Qu'est-ce que c'est qu'un costume de ville ? Visiblement, c'est pas clair pour tout le monde, ou ça n'est pas clair pour des gens qui ne sortent pas en ville, pour des gens de la campagne par exemple, et pour des gens de classe sociale où on ne met des costumes qu'aux grandes occasions. Bref, là encore, à nouveau, le vocabulaire comme marqueur social. Obsession, qu'est-ce qu'on va penser de nous ? Les voisins, les clients, tout le monde. Règle, déjouer constamment le regard critique des autres par la politesse. L'absence d'opinion, une attention minutieuse aux humeurs qui risquent de vous atteindre. Il ne regardait pas les légumes d'un jardin que le propriétaire était en train de bêcher, à moins d'y être convié par un signe, sourire ou petit mot. Jamais de visite, même à un malade en clinique, sans être invité. Aucune question où se dévoilerait une curiosité, une envie qui donne barre à l'interlocuteur sur nous. Phrase interdite, combien vous avez payé ça ? Donc le poids de ce sentiment d'infériorité dans la vie du père.
Avec, par exemple, la remarque, une page plus loin, de la mère. Ma mère, deux points, c'est un homme de la campagne. Que voulez-vous? Et puis donc, survient la maladie. Et surviendra la mort. Dans la nuit de vendredi à samedi, la respiration de mon père est devenue profonde et déchirée. Puis un bouillonnement très fort, distinct de la respiration, continue, s'est fait entendre. C'était horrible parce qu'on ne savait pas si cela venait des poumons ou des intestins, comme si tout l'intérieur communiquait. Le docteur lui a fait une piqûre de calmant. Il s'est apaisé. Dans l'après-midi, j'ai rangé du linge repassé dans l'armoire. Par curiosité, j'ai sorti une pièce de coutil rose, la dépliant au bord du lit. Il s'est alors soulevé pour me regarder faire, me disant de sa voix nouvelle « C'est pour retapisser ton matelas, ta mère a déjà refait celui-là. » Il a tiré sur la couverture de façon à me montrer le matelas. C'était la première fois depuis le début de son attaque qu'il s'intéressait à quelque chose autour de lui. En me rappelant ce moment, je crois que rien n'est encore perdu, mais ce sont des paroles pour montrer qu'il n'est pas très malade, alors que justement, cet effort pour se raccrocher au monde signifie qu'il s'en éloignait. Par la suite, il ne m'a plus parlé. Et puis, la mort survient et on se retrouve avec ce qu'on avait au début, l'enterrement du père, avec les souvenirs fragmentaires qui en restent. Il me conduisait de la maison à l'école sur son vélo, passeur entre deux rives, sous la pluie et le soleil. Peut-être sa plus grande fierté, ou même la justification de son existence, que j'appartienne au monde qu'il avait dédaigné. Il chantait « C'est l'aviron qui nous mène en rond ». Je me souviens d'un titre, L'expérience des limites. Mon découragement en lisant le début, il n'y était question que de métaphysique et de littérature. Tout le temps que j'ai écrit, je corrigeais aussi des devoirs. Je fournissais des modèles de dissertation parce que je suis payé pour cela. Ce jeu des idées me causait la même impression que le luxe, sentiment d'irréalité, envie de pleurer. Et tout d'un coup, elle revient à elle, à sa vie d'enseignante, de prof, qui corrige des dissertations. Là encore, les échos avec ma propre vie, avec les propres dissertations qui arriveront bientôt, font que ce livre, La Place, qui essaye de comprendre et de montrer de manière très simple et très honnête, le père. Voilà un livre qui ne pouvait que me travailler. La place.